L'Ukraine a-t-elle vraiment la capacité de repousser les forces armées russes dans la région de Koursk, ou s'agit-il simplement d'une guerre sans espoir, et à quel point l'OTAN est-elle intervenue dans ce conflit? Bienvenue dans notre dernier bulletin d'information du 24 août. Mesdames et messieurs, selon l'avis russe, l'offensive ukrainienne dans la région de Koursk reste sous contrôle, bien que l'OTAN ait participé à cette provocation sans précédent. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner ce que les Russes font à Koursk et ce que l'avenir réserve à cette confrontation. Nous allons maintenant entrer dans les détails. Toutes les données montrent que Kiev continue de subir des échecs et des pertes à Koursk. Au cours des dernières 24 heures, il y a eu des frappes de drones en représailles entre les deux parties. En Ukraine, certains endroits ayant maintenu les alertes aériennes jusqu'au petit matin. L'armée de l'air ukrainienne a rapporté avoir abattu 50 drones Shahed ainsi qu'un missile de défense aérienne. Mais 2 missiles Iskander ont franchi les défenses. La partie ukrainienne n'a pratiquement pas communiqué sur les conséquences de cette attaque. Il n'est pas surprenant que l'Ukraine affirme régulièrement avoir abattu la majorité des drones et des missiles russes. Cependant, hier, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le général Alexandre Syrsky, a présenté des statistiques sur les objets volants abattus depuis le début de la guerre, qui sont toutefois en nette contradiction avec les rapports de la défense aérienne ukrainienne. Selon ces nouvelles données, depuis le début de la guerre, l'armée russe a lancé 9627 missiles sur le territoire ukrainien, dont seulement 2429 ont été abattus. Cela signifie que 4 fois plus de missiles ont atteint leur cible que ceux qui ont été interceptés. En ce qui concerne les drones, sur les 13 997 drones lancés, l'Ukraine n'en a abattu que 9272. Le général Alexandre Syrsky a également indiqué que la Russie utilise 3 fois plus de munitions que l'Ukraine. Nous allons maintenant aborder l'attaque de drones ukrainiens contre Moscou. La partie russe a déclaré qu'il s'agissait de l'une des plus grandes attaques à ce jour. Elle aurait abattu 11 drones sans pilote et n'a signalé aucun dégât. L'Ukraine a également mené une attaque aux missiles contre le système S-300 russe à Novochatinsk, dans la région de Rostov. Les autorités russes avaient précédemment indiqué qu'elles avaient abattu un missile au-dessus de Novochatinsk, mais qu'il n'y avait eu ni victimes ni dommages. Les médias ukrainiens ont rapporté aujourd'hui, citant une source de la Direction générale du renseignement militaire ukrainien, que l'aéroport de Savazleyka en Russie a été attaqué le 16 août. Selon eux, cette attaque aurait détruit un avion MiG-31K et 2 avions Il-76. De plus, environ 5 autres avions, probablement des MiG-31K, auraient été endommagés. Auparavant, il avait été signalé qu'une partie du carburant et un MiG-31K avaient été endommagés lors d'une attaque contre cet aéroport le 13 août. Actuellement, les sources russes n'ont pas communiqué sur l'attaque du 16 août et aucune image ou vidéo n'a confirmé que des avions russes ont été endommagés lors de cette attaque. La situation sur le front de Koursk n'a pas beaucoup évolué, tandis que les Russes continuent de progresser sur le front de Donetsk. Aujourd'hui, nous n'approfondirons pas les développements à Koursk ou dans le Donbass, mais nous analyserons les événements qui les entourent. Aujourd'hui, les médias ukrainiens ont cité la Pravda, un média d'opposition russe, selon lequel la Russie commence à discuter d'une nouvelle mobilisation, mais qu'aucune solution n'a encore été trouvée. Le problème du manque de personnel à la frontière est résolu par l'utilisation de conscrits. Pendant ce temps, les nationalistes en Russie souhaitent que le Kremlin lance une mobilisation générale et réponde par des mesures plus sévères, y compris l'utilisation d'armes nucléaires tactiques. Cependant, le Kremlin et le monde des affaires s'opposent à cette mobilisation, craignant que l'économie russe ne soit affectée par un manque de main-d'œuvre. Néanmoins, le recrutement de conscrits reste un point important. Selon les estimations des médias occidentaux, l'Ukraine a déployé jusqu'à 10 000 soldats pour l'attaque de Koursk, comprenant les meilleures unités des forces ukrainiennes, regroupées à partir de différentes brigades du front de Donbass. La Russie, pour sa part, a déployé environ 5000 soldats de la ligne de front de Kharkiv près de Koursk, les autres étant des conscrits de toute la Russie envoyés dans cette région. Selon le ministère russe de la Défense, plus de 100 000 personnes ont volontairement servi sous contrat depuis le début de l'année. Cela signifie que le commandement russe est pleinement capable de rassembler et de déployer des dizaines de milliers de conscrits supplémentaires à Koursk. En ce qui concerne la capacité de combat des conscrits, elle ne peut être comparée à celle des soldats professionnels, mais pour l'Ukraine, attaquer un ennemi supérieur en effectif
en armement et en puissance aérienne est extrêmement difficile. Ces derniers jours, l'avancée de l'Ukraine sur le front de Koursk a considérablement ralenti, bien qu'elle conserve l'initiative offensive. Les troupes russes se trouvent dans une situation difficile au sud de la rivière Seym, où les ponts détruits ont interrompu les opérations de ravitaillement. Cependant, ailleurs, avec le déploiement de réservistes russes sur le front nord de Koursk, la possibilité que l'Ukraine pénètre profondément en territoire russe semble désormais exclue. Un officier ukrainien capturé dans la région de Koursk a avoué l'échec de son unité. Ce prisonnier a déclaré que l'attaque contre Koursk devait montrer la force des forces ukrainiennes, mais qu'elle n'a fait que révéler la stupidité du commandement. Il a confirmé que la Russie engageait des forces de réserve dans la bataille et que certaines de ses unités avaient été complètement anéanties. Il a ajouté « Je suis sûr que les commandants voulaient prouver que nous étions encore forts, que nous étions durs, mais ils n'ont fait que prouver que nous étions des imbéciles. Nous avons tous été battus, tout notre équipement a été détruit. De plus, dans une guerre, tout ne peut pas être mesuré uniquement par des chiffres. Il faut également prendre en compte la motivation morale des armées et des sociétés. » Il est évident que le rapport des pertes penche en faveur de l'Ukraine. Les succès militaires à Koursk, après une longue série de défaites dans le Donbass, ont renforcé la confiance en la victoire dans la société et l'armée ukrainienne. Pour la Russie, la perte d'une partie du territoire de Koursk est évidemment un coup dur pour le Kremlin en termes d'information et de stratégie politique, mais cela n'a eu lieu que lors de la première semaine. Lorsque la guerre à Koursk est entrée dans sa troisième semaine, les esprits se sont généralement apaisés. D'autre part, si l'armée ukrainienne est bientôt repoussée hors de la région de Koursk et que l'offensive russe continue sur sa lancée actuelle dans le Donbass, l'état d'esprit de la société ukrainienne sera bien différent de celui d'aujourd'hui. Le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitry Medvedev, a déclaré le 21 août qu'il n'y aurait aucune négociation tant que l'Ukraine n'aura pas été complètement vaincue à Koursk. Ainsi, à ce stade, l'offensive de Koursk n'a pas encore de signification stratégique pour la situation militaire en Ukraine et ne peut affaiblir les efforts de la Russie à l'Est, comprendre l'offensive ukrainienne sur Koursk. Le 6 août, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a pris un tournant inattendu avec l'attaque à l'échelle de la brigade de l'Ukraine contre la province de Koursk depuis l'autre côté de la frontière. La décision d'ouvrir un nouveau front est intervenue à un moment où les capacités de défense de l'Ukraine sur les axes importants du Donbass étaient en déclin. Cet événement sensationnel a conduit le public mondial de la surprise à l'étonnement. La plupart des observateurs n'ont pu émettre aucun commentaire. Les critiques de la Russie ont qualifié cela de défaite catastrophique du ministère russe de la Défense. Les va-t-en-guerre ont jubilé sur l'inutilité des lignes rouges. Pendant ce temps, parmi les partisans de l'Ukraine, certains ont applaudi, mais d'autres ont désespéré face à cette campagne, la qualifiant de farce gaspillée qui a conduit à la défaite de la ligne de front dans le Donbass. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder certains des objectifs stratégiques de l'Ukraine qui se précisent de plus en plus. Le premier est l'otage nucléaire. À 60 km de la frontière ukrainienne se trouve la petite ville de Kourchatov, nommée d'après le scientifique Igor Vassilievitch Kourchatov, le père des armes nucléaires soviétiques, et la centrale nucléaire de Koursk. Cette centrale est située près du champ de bataille, ce qui pousse beaucoup à croire qu'elle est la cible de la campagne ukrainienne de Koursk. Cependant, personne ne sait comment l'Ukraine entend contrôler et protéger cette centrale après l'avoir capturée. En cas de catastrophe nucléaire, les nuages radioactifs empoisonneraient non seulement les populations russes, mais aussi les Ukrainiens et même les pays voisins. Deuxièmement, le front de diversion. La campagne de Koursk est perçue comme un effort pour détourner les ressources russes d'autres zones du front de Donbass, mais elle a également considérablement affaibli la force de l'Ukraine sur place, tout en ayant peu d'impact sur les Russes. Un article récent du magazine The Economist a interviewé des soldats ukrainiens combattant à Koursk. Tous ont déclaré que leurs unités avaient été redéployées sans avoir pu se reposer. Ils ont été retirés de la ligne de front Est, qui subit une pression énorme, et n'ont été informés que la veille. C'est le principal problème de l'Ukraine. Combattre un ennemi supérieur avec des manœuvres de diversion ratées risque de laisser l'armée ukrainienne les mains vides. La Russie dispose d'environ 50 divisions contre 33 pour l'Ukraine,
l'Ukraine, cet avantage persiste, peu importe comment les deux parties déplacent leurs troupes sur la ligne de front. Ajouter 100 km de front à Koursk va à l'encontre des intérêts de l'armée ukrainienne en ce moment, qui doit économiser ses forces et éviter de trop étendre son front. Troisièmement, la carte de négociation. Certains pensent que la campagne de Koursk pourrait être une tentative de saisir le territoire russe pour l'utiliser comme monnaie d'échange et renforcer la position de l'Ukraine dans les négociations avec la Russie. Cette idée a ensuite été confirmée par le conseiller présidentiel ukrainien Mikhail Podolyak. Si l'Ukraine envisage réellement d'occuper une partie du territoire de Koursk et de l'utiliser pour négocier avec la Russie, nous devons nous demander si le gouvernement de Kiev a perdu la raison. Un tel plan s'effondrerait immédiatement en raison de deux problèmes insurmontables. Premièrement, la valeur des cartes sur la table. Le Donbass est le centre de la guerre pour la Russie, une région hautement urbanisée avec près de 7 millions d'habitants, ainsi que Zaporijjia et Kherson que la Russie a annexés. Cela crée un lien stratégique important avec la Crimée et donne à la Russie le contrôle de la mer d'Azov et d'une grande partie de la mer Noire. L'idée farfelue de Kiev et de l'Occident, selon laquelle le Kremlin envisagerait d'abandonner ses objectifs dans le Donbass juste pour récupérer quelques petites villes à l'extrême sud-ouest de la frontière, est tout simplement insensée. Pour citer l'ancien président Trump, cet échange serait le pire accord commercial de l'histoire des accords commerciaux. À ce jour, après 16 jours d'offensive, il faut admettre que la campagne ukrainienne de Koursk est une démarche militaire étrange. Une armée affaiblie, luttant sous la pression de l'ennemi sur un front de 1000 km, ouvre volontairement une nouvelle ligne de front, indépendante, sans possibilité de coordination avec les champs de bataille importants en arrière-plan. Peut-être Kiev espère-t-il que, simplement en déstabilisant la situation, ils pourront amener l'armée russe à commettre des erreurs ou à se retirer du Donbass, mais jusqu'à présent, leur plan n'a pas affaibli la force de la Russie sur les autres fronts. De l'histoire de la guerre, on peut conclure que la campagne ukrainienne de Koursk est un mouvement créatif mais trop éloigné de la réalité. La progression russe a été constante et ininterrompue tout au long du printemps et de l'été, et l'échec catastrophique de l'offensive ukrainienne en 2023 montre que frapper violemment les lignes de défense fortifiées de la Russie n'est pas une bonne idée. L'Occident ne doit pas s'attendre à ce que la Russie tombe dans le piège. Le service de renseignement extérieur russe a révélé le 21 août que 4 membres de l'OTAN avaient participé aux préparatifs des forces ukrainiennes pour attaquer Koursk, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Pologne. Les unités impliquées dans le plan ont été soumises à une coordination de combat dans des centres de formation au Royaume-Uni et en Allemagne. Des conseillers militaires des pays de l'OTAN ont aidé à gérer les unités aériennes ukrainiennes dans l'attaque contre le territoire russe et à utiliser des armes et équipements militaires occidentaux. Le service de renseignement extérieur russe a ajouté que ces pays alliés avaient fourni à l'armée ukrainienne des données de renseignement satellitaires sur les positions des troupes russes dans la région. Le commandant des forces spéciales russes, Akhmat, le général Apti Alodinov, a accusé les soldats adverses d'avoir commis une série de crimes de guerre dans la région. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a également averti que l'Ukraine pourrait vouloir pousser la Russie à utiliser des armes nucléaires pour donner un prétexte à l'OTAN de s'engager officiellement dans la guerre. Tous ces éléments montrent que ce qui se passe à Koursk est une véritable invasion ukrainienne soutenue par l'OTAN. Le gouvernement britannique a indirectement reconnu qu'il prévoyait d'aider l'Ukraine, tandis que l'administration Biden est restée vague, prétendant ne pas être impliquée. Mais les Russes croient que le Royaume-Uni et les États-Unis ont orchestré cette provocation sans précédent. Cela soulève la question de savoir comment le Kremlin réagira à ces informations du renseignement russe. Les nationalistes russes exigent que le Kremlin prenne des mesures de représailles fermes, comme attaquer des cibles dans les pays de l'OTAN ou mener une incursion transfrontalière contre les membres de l'OTAN, y compris la Pologne, la Lettonie ou la Lituanie, depuis la Biélorussie. Mais ces deux options semblent peu probables. Personne ne sait ce que le dirigeant russe Poutine a en tête, mais il est actuellement supposé qu'il conserve son calme. Il refuse d'escalader malgré une série de provocations occidentales, y compris le bombardement du pont de Crimée, la destruction du barrage de Kakhovka, l'assassinat de journalistes russes. Les attaques continuent contre les civils dans les nouvelles régions annexées de Russie.
le bombardement des bases aériennes stratégiques et des systèmes d'alerte nucléaire précoce, l'attentat terroriste contre le centre commercial Crocus et même l'attaque contre le Kremlin. Toutes ces provocations et d'autres encore ont été menées avec le soutien de l'OTAN, mais les Russes n'ont pas encore réagi de manière décisive. La plus grande mesure de représailles que la Russie a prise a été de mener des attaques contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine pour entraver les activités militaires de ce pays. Récemment, la Russie a également créé une petite zone tampon dans la région de Kharkiv. Cependant, ils n'ont pas attaqué les ponts sur le Dniepr ni des cibles politiques telles que le Parlement et le gouvernement ukrainien. La raison de cette prudence pourrait être que la Russie craint qu'une réponse trop ferme puisse accidentellement déclencher la Troisième Guerre mondiale. Il est donc très peu probable que Poutine abandonne sa prudence caractéristique, même si le territoire de Koursk a été violé. Que pensez-vous des capacités de l'Ukraine dans son attaque contre la région de Koursk? L'OTAN peut-elle changer le cours de cette guerre? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les dernières évolutions. Merci pour votre attention, au revoir et à bientôt.